Bonsoir mesdames, messieurs et les autres. Nous sommes le 21 mai 1950 et je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième émission du journal de la Formule 1. Un nouveau Grand Prix vient tout juste de se terminer et j'ai l'immense honneur de pouvoir vous en parler. Nous avons, qui plus est, la chance de disposer de quelques images. Alors faites chauffer les cylindres, mettez vos gants, votre casque de cuir et installez-vous dans votre monoplace. Commençons par aborder les forces en présence lors de cette épreuve. Après la première course en Grande-Bretagne, nous serions en droit de nous dire que de nouvelles écuries viendraient participer à cette épreuve. Et c'est le cas. Même si l'écurie Alta a décidé de ne pas se déplacer dans le sud de la France, nous pouvons compter sur la présence de 3 nouvelles écuries, dont 2 citées dans la précédente émission. Ferrari entre enfin dans ce championnat, et il en va de même pour l'écurie Simca Gordini. L'écurie italienne est venue avec la Ferrari 125 F1 usine à moteur V12, leur moteur atmosphérique n'étant pas encore prêt. Ils emmenèrent 2 voitures confiées à 2 Italiens, Luigi Villerossi et Alberto Ascari. L'écurie au cheval cabré était la seule à pouvoir mettre à mal la domination des Alpha, tant supérieure aux autres écuries lors du premier Grand Prix. 2 autres Ferrari seront engagés, mais pour des pilotes privés. Parlons à présent de l'écurie de notre patrie. Deuxième écurie française à aligner des voitures lors d'une épreuve officielle du championnat, Amédée Gordini et son écurie sont venus avec 2 voitures aux couleurs bleues. Elles étaient aux mains de Robert Manzon et de Maurice Trintignant. Nous savions que les voitures manquaient de puissance, cependant leur faible poids pouvait être un atout, leur permettant de décrocher des points. C'est ce que nous verrons. En tout cas, souhaitons leur bonne chance pour cette nouvelle aventure. À noter également la présence d'une Cooper écurie sous pavillon anglais et roulant donc avec des couleurs vertes. Elle était pilotée par l'américain Harry Schell. Toutes les autres écuries étaient déjà présentes pour la course à Silverstone. Pourtant, nous avons pu observer des changements côté pilote. Par exemple, chez Alpha, seules 3 voitures sont présentes. Les 2 premiers du championnat, Farina et Fagioli, accompagnés par Juan Manuel Fangio. Côté Maserati, continuons de faire confiance à Louis Chiron et associons-lui Franco Roll. À nouveau, le Prince Bira est bien là, mais toujours sur une Maserati privée. Passons à Talbot. Si Eugène Martin n'a pas été convié, l'écurie emmènera tout de même une voiture pour Giro Cabantou qui sera malheureusement forfait. Je peux également vous annoncer la présence de Louis Rosier, roulant à nouveau sur une Talbot privée. Et enfin, abordons la présence de Bob Gerrard et de Cut Harrison au volant de leur Era Type B, fiable mais trop ancienne. Nouveau week-end de course et nouveau circuit que je vais commencer par vous présenter. Pour ceux qui suivent la course automobile, sachez que le circuit est celui utilisé depuis 1929. Ce circuit, dans les rues monégasques, mesure à peu près 3,18 km et est un circuit très piégeux, où la moindre erreur peut mettre fin à votre course. La piste est bordée de trottoirs, la course se déroulant dans les rues de Monte-Carlo. Le passage sous le tunnel est bien évidemment la partie mythique de ce circuit. Pour rappel, Nino Farina arriva dans le sud de la France avec 9 points dans sa besace contre 6 pour son plus proche poursuivant et coéquipier Luigi Fagioli. Quant à Juan Manuel Fangio, il possédait encore un compteur vide ayant abandonné lors du Grand Prix précédent. Ce week-end pouvait donc asseoir la domination de Nino Farina, mais un gros changement lors des qualifications était à noter. En effet, la première séance du 18 permettait de figer les 2 premières lignes et d'attribuer les 5 premières positions sur la grille. Ferrari n'étant pas là le 18, aucune écurie n'a pu contester la domination des Alfetta d'Alfa Romeo. Cette fois, ce fut l'Argentin Juan Manuel Fangio qui fut plus rapide que ses coéquipiers. Il devança de plus de 2 secondes l'Alfa Romeo de Nino Farina. Puis va ensuite la Maserati numéro 2 de José Froilán González pour compléter cette première ligne. En deuxième ligne, nous trouvions Philippe Étancelin sur sa Talbot et la 3e Alpha, celle de Fagioli. Les 5 premières places étant attribuées, la deuxième séance fut moins disputée. Cependant, elle permit de placer les Ferrari en 6e et en 7e position pour leur première qualification. Le monégasque Louis Chiron était 8e pour son Grand Prix à domicile, Louis Rosier partait 10e et les Simca Gordini étaient bien plus bas dans le classement, en 11e et en 13e place. À nouveau, le beau temps était présent pendant cette course et à nouveau, nous savions avant la course que les Alfetta, les Maserati et les Ferrari devraient ravitailler une fois. Le départ fut donné à 14h30. Le drapeau s'éleva, puis s'abaissa. La course fut lancée et de suite, Fangio rentra en tête dans le premier virage,
suivi de très près par Villers-Rossi, auteur d'un incroyable départ, passant de la 6e à la 2e position. Derrière, on trouvait González à la 3e place, ayant sauté Farina au départ. Cependant, ce dernier repassa González à l'entrée du tunnel. Et là, arriva un événement qui amputa la course d'un possible spectacle. Le soleil frappant la piste monégasque était aussi accompagné de vent, et ce vent projeta de l'écume sur les routes de Monte-Carlo. Si Fangio et Villers-Rossi passèrent le virage du bureau de tabac sans problème, Farina n'eut pas cette chance. Le transalpin perdit de la traction et s'en alla heurter le mur, se retrouvant au milieu de la piste et bloquant le passage. L'Argentin González ne put l'éviter, mais arriva à repartir en déversant beaucoup d'essence sur la piste, son réservoir étant percé. Derrière González arriva l'autre Italien de chez Alfa Romeo, Fagioli, qui parvint à s'arrêter juste à temps pour ne pas rentrer dans son coéquipier. Cependant, surpris, les pilotes derrière lui vinrent s'encastrer dans les deux Alphas. Seuls quelques pilotes arriveront à repartir après cet accident qui élimina 9 voitures. Malheureusement, ou heureusement, à la vue de ce qu'aurait pu être cet encastrement, un pilote fut blessé. Le pilote Franco Roll, roulant sur une Maserati privée, a un bras cassé. Et devant, Fangio et Villers-Rossi ne sont au courant de rien et continuent leur course. Mais, s'approchant du bouchon, nous pourrions nous dire qu'ils vont eux aussi venir s'encastrer. Pourtant, l'Argentin utilisa sa science de la course pour éviter l'accident. En effet, voyant que le public n'avait pas les yeux rivés sur lui alors qu'il était en tête de la course, il se mit à ralentir. Et c'est ainsi qu'il put passer tranquillement à côté des voitures arrêtées. Villers-Rossi, sur sa Ferrari, fut moins chanceux, car en s'arrêtant, son moteur cala et il mit plus d'1 minute à le relancer. Quant à González, qui était reparti, il dut abandonner au 2e tour, sa voiture ayant pris feu après le crash. Avec un tel abandon et autant de voitures sur le carreau, l'Alfetta de l'Argentin n'avait plus de concurrente à sa hauteur. Il mena tous les tours du Grand Prix, signa le meilleur tour en course et la termina loin devant la Ferrari d'Alberto Ascari, et avec 2 tours d'avance sur le 3e, Louis Chiron prenant un podium à domicile. 4e, nous trouvons le Français Raymond Sommer sur sa Ferrari, puis vint le Prince Bira, prenant le dernier point de la 5e place. Seulement 7 voitures finirent le Grand Prix, et Fangio sera le seul à boucler les 100 tours de la course. À souligner tout de même la présence d'une voiture française à l'arrivée, la Talbot privée du Belge Johnny Claes. Carton plein donc pour l'Argentin Juan Manuel Fangio qui, avec ses 9 premiers points, rattrape son coéquipier Farina au classement. Fagioli passe donc 3e à égalité avec Alberto Ascari, possédant tous les deux 6 points. Les cartes sont donc rebattues dans ce championnat. Même si Ferrari a fait son entrée dans le championnat, la Ferrari 125 F1 usine ne semble pas au niveau des Alfetta de Farina, Fangio et Fagioli. D'ailleurs, sauf surprise, le titre devrait se jouer entre les 2 premiers cités, Fagioli étant un peu en retrait. Je doute cependant que le prochain Grand Prix ne nous en apprenne plus, celui-ci se déroulant aux États-Unis, au fameux 500 miles d'Indianapolis. Les écuries, pour la plupart européennes, décideront-elles de traverser l'Atlantique? Cette course, principalement américaine, verra-t-elle des pilotes du championnat y participer, sachant que 2 séances de qualification ont déjà eu lieu le 13 mai dernier lors du Grand Prix de Grande-Bretagne et hier en même temps que le Grand Prix de Monaco. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant que cette émission vous ait plu et que vous serez très nombreux au prochain numéro, le 30 mai. Rendez-vous à la même heure et sur la même chaîne, à bientôt. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, tu peux lâcher ton plus beau pouce bleu. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la sortie de la prochaine vidéo sur les 500 miles d'Indianapolis le 30 mai prochain. Tu peux partager la vidéo sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, mes réseaux sociaux s'affichent en bas de l'écran. Vous êtes les bienvenus pour vous abonner. Je fais quelques petites blagues, je donne des infos complémentaires. Donc n'hésitez pas à venir. À droite et à gauche, vous trouverez 2 vidéos de la série Les Premiers Héros, la précédente et la suivante lorsqu'elle sera sortie. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.